Togo. Poutine vient de signer la loi ratifiant l'accord de coopération militaire entre la Russie et le Togo. Un accord conclu pour une durée indéterminée. Derrière ce texte discret, c'est une bombe géopolitique silencieuse qui vient d'exploser au cœur de l'influence française en Afrique de l'Ouest. Historiquement, le Togo faisait partie du précaré français. Depuis l'indépendance, les militaires togolais étaient formés, encadrés et parfois commandés dans l'ombre par Paris. Les accords de défense, les bases de coopération et les manœuvres conjointes faisaient partie d'un pacte tacite. La France garantissait la sécurité du régime et en retour, le régime garantissait les intérêts français. Mais tout a peut-être commencé à se fissurer après 2022. Dans un silence total, le Togo a réceptionné des hélicoptères russes Mi-35 et Mi-17. Aucune conférence de presse, aucun communiqué officiel, aucune photo, aucune explication officielle. Juste un balai d'ingénieurs et de techniciens débarquant discrètement au Togo. Cette signature de Poutine, c'est une humiliation silencieuse parce qu'elle démontre que même les régimes historiquement prudents, réputés modérés et équilibrés, n'ont plus confiance en la France. Sur le plan stratégique, cette alliance ouvre à la Russie un corridor atlantique, une fenêtre sur le golfe de Guinée à proximité du Ghana, du Bénin, du Nigeria, où la Russie a signé un accord de coopération militaire avec le Sao Tomé. Et si Moscou installe demain une mission logistique, un centre de formation ou même une base technique, le dispositif français en Afrique de l'Ouest sera encerclé. Du Sahel à la côte, la Russie est en train de tisser une toile que la France voit. Mali, Burkina, Niger, Centrafrique, Togo, Guinée au Congo, etc. La France sait que derrière la coopération militaire, il y a la doctrine russe. Autonomie, souveraineté et refus de la dépendance occidentale. Et cette idéologie séduit non pas par amour pour la Russie, mais parce qu'elle promet une libération symbolique du joug colonial. Pour les régimes encore dépendants de Paris, en Afrique, ce tournant est une menace directe. Les élites locales voient qu'on peut survivre sans la protection française. Les populations comprennent que d'autres partenaires peuvent fournir des armes, de la formation et de la technologie. Et les armées africaines découvrent qu'il existe même un modèle alternatif sans conditions politiques, sans leçon de démocratie. Résultat, la coopération militaire russe avec l'AES, le Togo et d'autres pays, c'est le début d'une contagion. Général Assimi Goïta, Général Tchani, mes respects. Pas d'élection tant que la question des terreaux n'est pas définitivement réglée. Depuis les indépendances, les élections n'ont été qu'un théâtre de promesses creuses, une machine à recycler la pauvreté. Quel président, démocratiquement élu depuis les années 60, a réellement changé la vie de son peuple dans une Afrique francophone toujours à la traîne? Citez-moi un seul pays en Afrique francophone. Il n'y en a aucun. Les partis politiques sont une armée de parasites plus corrompus les uns que les autres. L'argent qu'on jette dans les campagnes électorales et le financement public des partis devrait plutôt servir à sécuriser nos territoires et à bâtir des projets durables. Quant à ceux qui s'accrochent encore à leur démocratie fantasmée, qu'ils continuent à jouer au ludo et à râler sur leur clavier. Le temps du bavardage est fini. On ne débat plus avec ceux qui refusent de voir la réalité en face. On avance et le reste, c'est du bruit. Sur ce, force aux Fama, force au Niger et surtout, le président Ibrahim Traoré est en train de donner une leçon mémorable, non seulement aux politiciens burkinabés qui ont occupé le pouvoir sans rien accomplir depuis l'élimination de Thomas Sankara, mais aussi à toute une génération de dirigeants africains corrompus. Ibrahim Traoré fait ce qu'il dit. Il a réduit la dépendance du Burkina Faso aux importations et aux institutions financières internationales en misant sur l'exploitation locale des ressources naturelles. Il promeut activement l'autosuffisance alimentaire, l'éducation, les langues nationales ainsi qu'une justice réparatrice fondée sur les tribunaux coutumiers. Malgré les pressions extérieures, il a su diversifier les partenariats du pays et lancer de nombreuses initiatives pour reconstruire le Burkina Faso. Si l'insécurité persiste dans certaines zones, d'autres ont vu une intensification des opérations militaires appuyées par des équipements modernes, un niveau d'engagement et de préparation que ni Kaboré ni Damiba n'avaient su atteindre, il faut le préciser. Sur le plan économique, Traoré a lancé des usines de transformation de cacao, de café, de l'avocat et du blé dans une stratégie claire. Réduire les importations et développer les exportations de produits finis. La centrale Bobo 2 améliore aujourd'hui l'accès à l'électricité. Des infrastructures majeures voient également le jour, comme l'échangeur du Nord dans
L'achèvement est prévu en 2025 et qui facilitera la mobilité urbaine. Côté santé, le lancement du SAMU marque une avancée concrète dans l'accès aux soins d'urgence. Je dis que si Traoré parvient à stabiliser durablement le pays et à concrétiser ses ambitions agricoles et industrielles, mesdames et messieurs, le Burkina Faso pourrait bien devenir un modèle de souveraineté africaine. Selon l'ISS, une croissance économique de 8% est envisageable de 2025 à 2043, avec une réduction de la pauvreté à 2,6%, à condition de mener à bien les réformes de gouvernance nécessaires au Burkina. Mes frères, il faut simplement l'accompagner et croire en sa vision. C'est tout. Ibrahim Traoré, je dirais le président Ibrahim Traoré, son excellence, c'est un bâtisseur. Il n'y a rien à dire. Force à lui, et demain il y a une forte mobilisation. 30 avril, soyez nombreux. Le président Ibrahim Traoré a annulé tous les appels d'offres relatifs à la construction de routes dont les coûts avaient été multipliés par 100 sous le gouvernement précédent. À la place, il a acquis 1 millier d'excavateurs, de niveleuses et d'autres engins de chantier avec pour objectif principal que l'État burkinabé construise désormais lui-même les routes du pays. Au 23 mars 2025, près de 900 machines avaient déjà été livrées destinées à soutenir l'ambitieux projet de construction de 3000 à 5000 km de routes par an. Dans cette dynamique, il a lancé un vaste programme d'aménagement, de réhabilitation et de bitumage des voiries, aussi bien dans les villes que dans les campagnes du Burkina Faso. Pourtant, nombreux sont ceux qui avaient présenté son arrivée au pouvoir comme un recul, un retour en arrière en matière de gouvernance. Les puissances occidentales associaient même son coup d'État à l'incompétence, au chaos et à l'échec économique. Ainsi, réussir un projet aussi tangible que le désenclavement du pays en s'appuyant sur des moyens autonomes viendrait balayer cette image négative. Ce serait la preuve par les faits qu'un gouvernement militaire africain peut servir son peuple bien mieux que certains régimes dits démocratiques, souvent corrompus et soutenus par l'Occident. En somme, ce que moi je retiens perso, c'est que 2 ans. Parce que c'est une guerre aussi de communication. Quand les terroristes attaquent, il n'y a pas de problème. On n'en parle pas trop. Mais quand nous, on a des victoires, subitement, on entend du tout des droits de l'homme et tout. L'objectif, pour certains, c'est d'intoxiquer nos populations à se retourner contre nous. En Europe, lorsque quelque chose ne va pas avec leur assentiment, ils sanctionnent les médias, ils ferment les médias. Ils font leur propagande, mais on ne va pas permettre qu'on vienne faire la propagande chez nous. Donc, la guerre doit nous réveiller, en fait. On ne doit pas prendre ça pour s'apitoyer sur nous-mêmes. On doit prendre ça comme une mesure qui doit nous booster. Plus ceux-là qui demandent les élections compliquent la tâche, la guerre sera longue. Si on veut que la guerre s'arrête, il faut que les gens arrêtent ce jeu en fait. Je me souviens il y a encore quelques mois, lorsque les terreaux attaquaient et faisaient des victimes au Burkina, certains n'hésitaient pas à se moquer des pertes humaines sur les réseaux sociaux. Plutôt que de compatir, ils se réjouissaient en critiquant l'incompétence du gouvernement burkinabé. Personne ne parlait de la CPI des droits de l'homme. Les chefs terreaux n'étaient ni dénoncés par les médias français, ni pointés du doigt par ces soi-disant opposants africains qui aujourd'hui réclament des élections à corps et à cri. Mais lorsque les terreaux s'en prennent au pays de la CEDEAO, soudain le ton des médias occidentaux devient plus doux, presque respectueux. Et ces mêmes Africains qui passent leur temps à dénigrer l'AES se taisent. Ils avaient sans doute cru que l'horreur et l'échec avaient un visage, celui de l'AES. Quand l'État burkinabé annonce une victoire contre les terreaux, la presse française se contente de relayer l'information avec des pincettes. Ils écrivent même « selon » le gouvernement burkinabé, insinuant un doute ou une manipulation. Parfois même, elle accuse l'armée de cibler des civils ou une communauté précise. En revanche, lorsqu'il s'agit d'une attaque contre le Burkina Faso, l'information est diffusée sans la moindre réserve comme un fait incontestable. Aujourd'hui, nous avons compris. Cette méthode vise à discréditer nos armées, à délégitimer nos succès et à renforcer par contraste la propagande terreau. Aujourd'hui, il condamne Ibrahim Traoré pour son partenariat avec la société Norgold. Mais hier, ils gardaient le silence lorsque leurs politiciens favoris traitaient eux aussi avec cette même entreprise. Mesdames et messieurs, je vous le dis, ne perdez plus votre temps à écouter ceux qui vous critiquent. Ils finiront par se lasser ou par changer de métier. D'ailleurs, critiquer l'AES est devenu pour certains un véritable